Alors, sur l'organisation du développement, il faut bien évidemment suivre ce qu'on a annoncé dans le plan. La première idée générale, donc je disais, il y a 3 idées générales ici, les 3 instruments de politique climatique. Première idée principale, la réglementation. Donc il faut définir avant tout ce que c'est qu'une réglementation, la mise en place d'une loi qui vise à limiter ou contraindre ou interdire, etc., des comportements. Ensuite, on peut illustrer. Il faut illustrer fondamentalement ce qu'on explique. Donc, dans le document, il y avait plusieurs choses. Il y avait, par exemple, des normes thermiques, les membres d'émissions de CO2 pour les véhicules neufs, etc. Vous aviez aussi des connaissances qui permettaient d'illustrer en fait la réglementation, le principe de réglementation, notamment comme la circulation alternée. Alors, par rapport à ça, ensuite, on demandait d'analyser, présenter donc du coup les intérêts et les limites. Les intérêts, il y en a pas des masses en fait en soi, il y en a un seul qui est essentiel, c'est qu'au final c'est l'instrument qui est le plus utilisé par les pouvoirs publics. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est extrêmement simple à mettre en place. Vous faites une règle, vous l'édictez et tout le monde doit s'y plier. Voilà, c'est extrêmement simple à mettre en place. L'inconvénient, il y en a quand même plusieurs. Le premier, c'est la difficulté de définir une norme, c'est-à-dire quelle norme on fixe en fait en soi. Par exemple, pour les véhicules, les véhicules neufs, la production des véhicules neufs et notamment leurs émissions de CO2, pourquoi dans le document c'était marqué, pourquoi on met 130 grammes de CO2 par kilomètre? Pourquoi moins? Pourquoi pas moins, justement? D'accord? Ou pourquoi pas plus? Donc finalement là c'est toujours essayer de trouver un juste milieu, en fait un seuil optimal qui n'est ni trop laxiste parce que sinon du coup il n'y a aucune utilité. Si j'autorise les véhicules polluer, à émettre plus de 130 grammes de CO2, finalement je limite pas forcément trop bien les émissions de CO2. Et il faut pas non plus qu'elles soient trop ambitieuses parce que il faut être sûr que les agents économiques soient capables de pouvoir respecter cette norme-là. Sinon, il y a des effets de contournement de normes. Les véhicules, on l'a vu un petit peu avec Volkswagen. L'affaire Volkswagen, justement, qui, par rapport aux émissions de CO2, avait développé en fait en soi une technologie, un outil qui permettait justement de faire passer les véhicules Volkswagen pour des véhicules qui étaient peu polluants, ce qui en fait en soi n'était pas vrai, tout simplement parce que la norme était trop contraignante et que Volkswagen, au vu de l'avance du niveau technologique qu'ils avaient, ne pouvait pas respecter cette norme-là. Donc voilà, c'est essayer de trouver un juste milieu, ça c'est la grande difficulté de la norme. Et ensuite, en plus de ça, le caractère peu incitatif de la norme est une deuxième grande limite. C'est-à-dire que les agents en fait sont pas forcément incités à faire mieux que la norme. C'est-à-dire que les véhicules neufs, c'est 130 grammes de CO2 au maximum, et tous les constructeurs vont se limiter à 130 grammes de CO2 par kilomètre. Ils vont pas essayer de faire moins. C'est ça le caractère un peu incitatif. Et ensuite, en ayant fini le développement, à travers différents petits paragraphes qui mettent ces idées en évidence, on fait une transition. Une transition comme celle-ci que je vous présente. Voilà, les gouvernements utilisent donc la réglementation, mais c'est pas forcément suffisant. Il faut aussi, utiliser d'autres instruments tels que la taxation. Et donc du coup, on arrive sur notre deuxième idée principale, la taxation, où on définit également la taxation, le fait d'évaluer monétairement le coût social et de le mettre en fait de le mettre sur le prix de vente des biens. Il y a des illustrations aussi dans les documents. La taxe sur l'énergie, alors ça c'était sur le tableau, il y a des taxes sur l'énergie, taxes sur les transports, etc. Et il y avait des connaissances aussi, on avait en partie très rapidement parlé de l'écotaxe, mais aussi surtout du bonus-malus écologique pour l'achat d'un véhicule neuf. Donc ça c'est des exemples justement qui permettaient de définir un peu plus la taxation. Toujours dans le même principe, du coup on présente les intérêts et les inconvénients. Les intérêts, c'est qu'en fait, et c'était l'idée principale du document ici, c'est que les taxes, en fait, se traduisent sous forme de recettes pour l'État. Et ensuite, ça va permettre justement d'alléger d'autres prélèvements obligatoires, tels que des impôts ou d'autres taxes, etc., et de financer des subventions. D'accord? C'est en fait une source d'argent en fait pour l'État qui va ensuite pouvoir être redistribuée là où il y en a besoin. Le financement bonus-malus, si vous voulez, c'était un petit peu je finance les bonus écologiques des véhicules peu polluants grâce au malus que je récolte sur les véhicules qui sont extrêmement polluants. D'accord? Il y a une espèce de transfert en fait finalement pour justement inciter davantage les individus à acheter des véhicules peu polluants. Et ensuite, deuxième intérêt, c'est vis-à-vis des entreprises, par exemple, qui sont libres de faire leur propre arbitrage. On avait vu ça en cours. Les entreprises qui sont confrontées à cette taxe-là, elles font un calcul coût-bénéfice. Est-ce que ça me coûte qu'est-ce que ça me coûte en fait finalement de payer cette taxe-là et quel bénéfice en fait je retire si jamais je fais justement des investissements dans la dépollution.
D'accord. Donc en fait, ça ne s'impose pas du tout de la même manière pour tous les agents économiques, à la différence donc du coup de la réglementation, qui est la réglementation, c'est la même pour tous. Là, c'est vraiment chaque agent, chaque entreprise par contre vont regarder précisément est-ce que ça vaut le coup que je paye la taxe ou est-ce que je vais plutôt finalement investir dans des modes de production moins polluants. Par contre, du coup, c'est un instrument intéressant, mais qui a quand même aussi des limites, puisque la première chose aussi également, c'est la difficulté de fixer le niveau de taxe, à combien je taxe les personnes qui polluent. Hein. C'est en gros la difficulté d'évaluer le coût social, là, ici, qui est mise en évidence. Et deuxième chose aussi, c'est la difficulté d'acceptation de la taxe par l'opinion, bien évidemment, puisque une taxe supplémentaire, c'est un prélèvement obligatoire supplémentaire. Et ça passe généralement très mal chez les individus. Et aussi également, l'autre inconvénient, c'est que vis-à-vis des entreprises, une taxe conduit en fait à augmenter le prix des produits qu'elles vendent, hein, des biens et des services qu'elles vendent, et que du coup, elles peuvent perdre en compétitivité. Ensuite, hein, donc en ayant encore une fois présenté tout ça, on fait une petite transition en montrant que les pouvoirs publics utilisent donc la taxation justement pour répondre à la question de la soutenabilité, mais qu'il y a aussi un dernier instrument économique, le marché des quotas. Donc troisième idée, le marché des quotas. On définit le marché des quotas. C'est un marché sur lequel s'échangent des quotas d'émissions de CO2 entre des entreprises, etc. Un exemple très simple, c'était dans le document, il y avait en Europe donc le marché des quotas qui a été mis en place en 2005. C'était le seul qu'on avait vu aussi également en cours, et en présentant enfin également les intérêts et les inconvénients. Les intérêts, c'est que les gouvernements ont la main en fait sur les quantités de CO2 émises par les grandes entreprises européennes. C'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui décide de combien de quantité de CO2 toutes les entreprises concernées vont pouvoir émettre, et toutes les entreprises ajoutées en fait ne pourront pas émettre plus au final, sinon elles payent des amendes. Et ensuite, deuxième intérêt, c'est que les entreprises sont libres de faire leur arbitrage, encore une fois, un petit peu comme la taxation, on choisit entre le coût et bénéfice, on choisit si on achète des quotas d'émissions ou si justement on investit dans des modes de production moins polluants. L'inconvénient principal du marché des quotas, c'est qu'en fait, cette efficacité va dépendre du prix d'équilibre. Et le prix d'équilibre se fixe lors de la rencontre de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont à acheter ou à vendre des marchés des quotas. Si ce prix est trop faible, toutes les entreprises sont pas incitées à réaliser des investissements pour moins se polluer. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'était dans le document aussi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le prix des quotas, du quota en fait sur le marché des quotas, est vraiment trop faible. En fait, pour véritablement inciter les entreprises à innover et à investir dans des modes de production, des modes de fabrication qui sont moins polluants. Donc, en ayant mis en évidence tout ça, on a bien analysé l'ensemble des instruments, on a mis leurs intérêts, leurs avantages et leurs limites, leurs inconvénients. Du coup, on fait une petite conclusion qui permet de reprendre tout ça. On a vu que les pouvoirs publics utilisent trois grandes formes d'instruments pour répondre à l'enjeu de la soutenabilité de la croissance. Donc là, on reprend en fait finalement l'intitulé du sujet pour bien remettre dans le cadre en fait la personne qui a lu notre copie et leur dire voilà, on a répondu à cette question-là. On a vu qu'il y avait la réglementation qui est un instrument juridique qui est extrêmement simple à mettre en place mais difficile à évaluer et parfois trop contraignant. On a vu aussi la taxation qui est un instrument économique donnant plus de marge de manœuvre aux agents économiques, c'est-à-dire qu'ils vont choisir est-ce que je paye la taxe ou est-ce que justement j'investis. Mais la mise en place est souvent très contestée par l'opinion et par les entreprises. Et le marché des quotas, qui est un autre instrument grâce auquel les gouvernements peuvent avoir le contrôle sur les quantités de CO2 émises en Europe, mais l'efficacité va dépendre du prix du quota sur le marché et qui ne se fixe en fait finalement que sous la rencontre de l'offre et de la demande sur ce marché. Et actuellement, c'est un petit peu ça qui remet en question le marché des quotas européens. Donc finalement, ces trois instruments sont utilisés conjointement. Il y a les trois, on n'utilise jamais qu'un seul, on utilise les trois d'un coup. Pourquoi ? Parce que pour tirer au maximum de chacun des intérêts, des avantages que chacun présente, mais aussi ils sont complémentaires. Voilà, c'est l'aspect complémentaire ici qui est intéressant parce que chaque instrument a des limites et que du coup pour compenser ces limites, on utilise les trois aussi.